expérimentation et qu'on ferait le bilan dans 2 ans. C'est pas tout à fait définitif, cette histoire. Il a eu raison d'apporter cette précision? Alors, il a eu raison d'apporter cette précision parce qu'en la matière, mais comme en tout autre, il ne faut pas être dogmatique. Donc, la précision qu'il a apportée, c'était de dire pourquoi on fait les 80 km/h pour faire chuter la mortalité sur les routes. Dans votre circonscription, par exemple, vous êtes concerné? Alors, je suis très peu concernée. Il y a quelques tronçons, mais vraiment très peu parce que c'est une circonscription périurbaine. Mais si c'est une mesure qui n'a aucune efficacité, elle n'a pas de raison d'être. Donc, rendez-vous dans 2 ans pour voir si effectivement le nombre de morts a chuté. Bien sûr que c'est la bonne méthode. Alors, pourquoi le président de la République éprouve le besoin de retourner à la télévision dimanche soir? Alors peut-être il n'a pas tout dit. Alors peut-être qu'il n'a pas tout dit. Moi, en tout cas, j'ai perçu qu'un certain nombre de sujets n'avaient pas encore été abordés, tels que beaucoup de sujets qui portent sur les thèmes de ma commission, donc les sujets régaliens, donc de sécurité, de justice, de police. Donc peut-être qu'il y a encore des thèmes à développer. Les thèmes des institutions ont été très peu abordés hier pendant l'interview. Donc oui, il y a encore des choses à dire. Vous le regarderez évidemment. Bien sûr. Alors là, il va face à 2 contradicteurs, 2 journalistes qui sont réputés pour être particulièrement incisifs, Edwy Plenel, Jean-Jacques Bourdin. C'est pas leur faire une publicité énorme à ces 2 journalistes? Non, mais l'objectif n'est pas de faire une publicité à des journalistes. Je pense qu'il est important d'avoir une vraie contradiction et d'avoir des journalistes qui effectivement poseront des questions qui permettront peut-être d'aller au bout des choses. Alors ça, je ne suis pas responsable des choix et je n'ai pas à les expliquer dans les choix des journalistes. Ça sera un exercice différent de celui de... ça sera extrêmement différent parce qu'on n'est pas à la même heure, ça n'est pas le même public, le format n'est pas le même, donc je pense que ça sera un exercice effectivement assez différent. Ok. Alors là, Notre-Dame-des-Landes, la préfète, puisqu'il s'agit d'une préfète, s'est exprimée ce matin en disant que ceux qui étaient sur la ZAD et qui avaient des projets, ils devaient les déposer d'ici au 23 avril, ils ont une dizaine de jours, que ces projets seraient examinés, que certains projets pourraient être retenus pour que les intéressés puissent rester sur place. C'est quand même bizarre tout ça, parce que ces gens-là, ils sont dans l'illégalité la plus totale. Alors, il y a des situations très diverses. Donc, certains d'entre eux, oui, sont dans l'illégalité la plus totale. Et ça a été l'objectif des derniers jours de procéder à des évacuations. Sur des squatteurs, quoi. Certains d'entre eux, oui. D'autres ne sont pas dans les mêmes situations. Oui. Donc, il faut examiner chaque situation au cas par cas pour avoir la réponse adaptée. Vous redoutiez cet épisode de l'évacuation de Notre-Dame-des-Landes? Alors, il y avait une inquiétude sur la possibilité de le faire de façon pacifiée. Et on a bien vu que malheureusement, il y a eu des incidents qui ont mis en cause les forces de l'ordre, dont certains ont été blessés. Et ça, je pense que c'était une inquiétude que l'on avait tous à l'esprit. Et nous espérons tous que ces évacuations pourront se dérouler le mieux possible dans la préservation de nos forces de l'ordre qui sont aujourd'hui confrontées quand même à quelque chose parfois très conflictuel. Vous souhaitez que ça cesse tout ça? Ça doit cesser parce qu'il y a des occupations illégales qui n'ont réellement pas lieu d'être. Et donc il faut faire respecter l'ordre, bien sûr. Alors il y a une loi qui fait couler beaucoup d'encre et puis il y a une loi qui agite pas mal votre groupe de La République En Marche, c'est la loi Asile et Immigration. Est-ce que vous êtes favorable à cette loi, vous? Alors moi, je suis favorable à cette loi qui s'intègre dans un volet beaucoup plus large de la politique migratoire de notre gouvernement. Bien sûr que je la voterai. Mais au sein de votre groupe, il y en a qui disent non, on ne la votera pas, M. Orphelin notamment. Alors, M. Orphelin a dit qu'il s'abstiendrait. Moi, je leur dis, attendez la fin de l'examen du texte. Là, nous avons examiné le texte. Alors, le calendrier. Donc, le texte a été examiné pendant 28 heures en commission il y a une semaine. Lundi, nous commençons l'examen en séance publique, donc dans l'hémicycle, et il se poursuivra jusqu'à vendredi. Donc, nous avons l'entièreté de la semaine prochaine qui sera consacrée à l'examen en séance. Quel rôle avez-vous joué, vous, là-dedans? Donc, moi, je suis présidente de commission. Donc, le rôle principal que j'ai joué, je l'ai joué en animant la séance de commission la semaine précédente. Moi, maintenant, mon rôle, c'est d'essayer de faire en sorte que ce texte soit adopté au sein de notre groupe dans la plus grande majorité. Alors, pour la séance plénière, nous avons 1100 amendements. Donc oui, beaucoup d'amendements, encore plus qu'en commission, nous en avions à peu près 900. Oui, et ces amendements, ils disent quoi? Sur quoi ils interviennent? Alors un petit peu sur tout l'aspect du texte, hein, donc mais beaucoup sur les délais de recours, sur la rétention, et après c'est assez diffus. Les délais prévus par le projet de loi, ils vous convenaient à vous?
Alors, les délais qui étaient prévus par le projet de loi ont été raccourcis justement du fait d'un travail en commission des lois, parce que nous souhaitions justement raccourcir les délais qui étaient prévus. Donc, on est passé de 135 jours à 90 jours. Deux types de délais. Expliquez. Le premier délai, c'est effectivement l'examen des dossiers, des demandeurs d'asile. Donc, il sera raccourci, lui. Alors ça, c'est un objectif global, de considérer qu'aujourd'hui, on ne peut pas voir traiter une demande d'asile pendant 12 mois ou 18 mois ou 2 ans, comme c'était le cas avant. Donc, il faut intervenir à tous les stades de la procédure pour raccourcir les délais d'examen. Donc, du dépôt de la demande et même avant le dépôt, jusqu'à la fin du recours. Donc, tous ces délais vont être comprimés de telle sorte qu'on puisse examiner les demandes d'asile en 6 mois. Mais on peut... Donc ça, c'est dans l'intérêt des demandeurs d'asile. En revanche, on peut garder les demandeurs d'asile qui ont été déboutés dans les centres de rétention plus longtemps. Alors après, l'autre volet de la réforme, c'est de considérer qu'aujourd'hui, nous avons un réel problème d'éloignement des demandeurs d'asile qui ont été déboutés. Donc qui n'ont pas vocation à rester sur le territoire français, puisque les autorités ont dit qu'ils n'avaient pas l'asile. Donc cela, la loi va nous permettre de les garder plus longtemps. Pourquoi ? Va nous permettre pour pouvoir les éloigner. Et vous les éloignez comment ? Parce que personne ne sait comment les éloigner. Aujourd'hui, lorsque vous devez éloigner une personne, il faut la renvoyer dans son pays d'origine, puisqu'on ne peut contraindre un pays qu'à reprendre ses ressortissants. Bien sûr. D'accord ? Et donc aujourd'hui, nous avons une grosse difficulté, c'est que certains pays d'origine ne reconnaissent pas les ressortissants. Et donc, aujourd'hui, ce qui se passait, c'était que des préfectures ne procédaient pas aux éloignements parce qu'elles savaient, dès le départ de la procédure, qu'elles n'obtiendraient jamais les laissez-passer. Bon, alors, qu'est-ce qui va changer maintenant ? Donc aujourd'hui, en fait, en élargissant les délais de rétention, ça va permettre aux préfectures et au ministère de l'Intérieur de faire ces procédures d'éloignement, d'avoir plus de temps pour obtenir les laissez-passer. Et c'est là où je vous disais, la politique migratoire n'est pas entièrement contenue dans cette loi. Le ministère de l'Intérieur mène des actions depuis des mois avec chacun des pays d'origine pour justement négocier cette fameuse remise des laissez-passer. L'objectif, c'est de renvoyer combien de déboutés ? Aujourd'hui, il n'y en a que 3 ou 4% qui sont renvoyés. Le reste, il reste sur le territoire français. Alors, les chiffres ne sont pas ceux-là. Mais l'objectif, c'est d'éloigner tous ceux qui n'ont pas vocation à rester. C'est juste la stricte 60 000 application du droit. Alors mais après, c'est variable parce que nous n'avons pas de quota de réfugiés admissibles et je vous rappelle que l'OFPRA est parfaitement souveraine pour procéder à ces admissions. Donc il n'y a pas de chiffre à avoir, c'est juste un principe de considérer que les personnes qui ne doivent pas rester parce que l'asile ne leur est pas reconnu doivent être éloignées. Le groupe de La République En Marche va-t-il voter comme un seul homme ? Alors on a dit qu'il y avait quelques-uns qui s'abstenaient, certains vont voter contre ? Alors, je ne sais pas, mais encore une fois, il y a eu beaucoup... il va voter contre, par exemple. Alors, peut-être, il faudra lui demander, mais il y a des députés probablement qui voteront contre, il va y avoir des députés qui vont s'abstenir, mais l'immense majorité de notre groupe va voter pour. C'est pas propre, enfin, ce texte ne va pas diviser durablement votre groupe ? Non, parce que... Il ne sème pas la zizanie ? Pas du tout, parce que notre groupe est vraiment motivé par le désir de travailler ensemble, d'atteindre les objectifs que nous sommes fixés lors de la campagne présidentielle et lors de notre campagne législative. Et ce travail en commun est le souhait de tous de continuer. Donc, il n'y a, à mon sens, aucune fracture sur le long terme au sein de notre groupe. En revanche, nous avons un groupe qui débat, qui discute, qui échange et qui cherche à se convaincre. Et ça, c'est très bien. Christian Jacob, ce matin, réclamait à propos d'une intervention éventuelle en Syrie de la France qui est un débat sans vote à l'Assemblée nationale. Vous trouvez ça normal comme demande ? Alors, je crois que... Parce qu'il a une phrase assez dure, il dit sur d'éventuelles frappes de représailles en Syrie, c'est un sujet extrêmement grave où il y a un vrai risque d'embrasement mondial. Vous partagez cette analyse ? Alors, c'est un sujet extrêmement grave et bien sûr, sur ce point, je partage son analyse. Il est vrai qu'il est intéressant d'avoir au sein de l'Assemblée nationale des débats sur des thématiques aussi graves que celle-là. Alors, il y a souvent des débats sans vote à l'Assemblée nationale parce que l'Assemblée, encore une fois, est un lieu de débat démocratique. Alors, sur cette thématique comme sur une autre, ça peut être intéressant. Donc, vous êtes plutôt favorable à ça ? Pourquoi pas ? La situation dans les prisons, je sais que vous vous intéressez beaucoup à ce sujet.
finalement, Emmanuel Macron ne va pas tenir sa promesse. Il avait promis 15 000 places de prison supplémentaires. Il n'y en aura que la moitié. Alors, parce que il est important, lorsque l'on parle des prisons, de construire des places de prison pour lutter contre la surpopulation carcérale, mais également, de l'autre côté, de développer tout ce qui est alternative à la détention et travail sur la réinsertion, donc faire en sorte que les détenus qui ont un jour été en prison n'y retournent pas. Ouais. Et lorsqu'on agira sur ces deux aspects, on réussira à avoir une politique pénale cohérente. Vous croyez à la vertu des peines de substitution? Alors, je crois à la vertu de la peine adaptée à chaque individu. C'est ça qu'il faut vraiment avoir comme objectif. Et vous n'êtes pas dans la poursuite de la politique de Mme Taubira pour autant? Non, pas du tout. C'était une politique anti-prison plutôt. Hein. Non, mais je pense qu'il ne faut pas avoir une politique anti-prison, il faut avoir une politique qui fait que la prison est un lieu utile. D'accord. Madame Braun-Pivet est avec nous, présidente de la commission des lois à l'Assemblée nationale, députée des Yvelines En Marche. Et nous continuons avec Jean-Baptiste Semerjian, qui nous a rejoint ici même dans ce studio Kazakh Verte. Eh bien dit, Kazakh Bleu. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Yves, bonjour Yael Braun-Pivet. Une première question assez importante de Jean-Marie. Pour lui, le projet de loi Asile et Immigration, sur lequel vous avez travaillé, a été dénoncé par tous les défenseurs des droits humains et des associations. Et pour lui, il n'y a pas d'équilibre quand les droits fondamentaux sont bafoués. Vous lui répondez quoi ? Alors qu'on a tous à l'esprit les droits fondamentaux et les droits humains, qu'on a tous nos expériences individuelles et qu'on a tous envie de faire en sorte que les personnes soient traitées le mieux possible dans le respect de leurs droits. Vous savez, moi je suis issue du milieu associatif. J'ai géré un centre d'accueil des Restos du Cœur dans les Yvelines, dans une cité. Donc je sais de quoi je parle et beaucoup d'entre nous savent de quoi on parle. Et je pense qu'il ne faut pas opposer ceux qui pensent à la personne et ceux qui seraient juste des bureaucrates qui voudraient avoir des chiffres. Vous voyez, je pense que vraiment, il ne faut pas nous opposer cela et il faut vraiment aller au fond des choses. Et c'est peut-être un peu facile de considérer que... Vous avez eu des concertations avec les associations ? Alors, on a eu des concertations. Elles ont toutes été entendues à l'Assemblée nationale. Moi, il y a 15 jours, dans ma circonscription, j'ai rencontré toutes les associations. Donc, nous avons des rencontres constantes, mais j'ai également des contacts avec des demandeurs d'asile, nous avons été sur le terrain, nous avons été dans les centres de rétention, nous avons été à Calais, etc. Donc, il n'y a pas d'opposition comme ça à avoir. Il faut vraiment aller au fond des choses, de chaque disposition du texte. Pas de dogmatisme. Pas de dogmatisme. Selon Jobard, vous représentez l'aile gauche et l'axis de La République En Marche. C'est vrai ? C'est absurde. Vous êtes plutôt tendance Bourguignon ou plutôt tendance Legendre ? Non, je suis tendance En Marche. Il n'y a pas de question et je crois que justement, En Marche, c'est tout sauf ça. Oui. Vous arrivez à parler avec les deux ? On parle tous ensemble et on s'enrichit de notre diversité dans notre mouvement. Okay. Une réaction sur la parité. Bravo à toutes les députées qui changent l'Assemblée depuis juin 2017, s'exclame donc Fatima. La parité est parfaitement respectée à l'Assemblée nationale, c'est sa première question. Et deuxièmement, c'est donc plus un sujet ? Alors, elle n'est pas tout à fait respectée. Voilà, exactement. Elle n'est pas tout à fait respectée. Le groupe de La République En Marche est le groupe le plus paritaire parce que nous, on est à peu près à 48% de femmes députées. Mais la moyenne de l'Assemblée, elle est autour, je crois, de 30 ou 35%. En revanche, ce que l'on a fait, c'est la parité au niveau des présidences de commissions. Il y a 8 commissions permanentes et il y a 4 femmes à la tête de ces commissions. Et ça, je crois que c'est la première fois que ça arrivait et c'est important. D'accord. Justement, restons sur une commission. Jean-Baptiste, aussi, comme moi, vous félicite pour votre mission de présidente de la délégation parlementaire au renseignement. Ça va consister en quoi exactement cette mission ? Alors, il y a un contrôle parlementaire qui existe depuis des années sur les services de renseignement et sur l'utilisation des fonds spéciaux. Et les écoutes téléphoniques aussi ? Oui. Et donc, la délégation parlementaire au renseignement est chargée de contrôler ces services. Il n'y a pas trop d'abus ? Et donc, j'en ai été élue présidente hier. Et après, il n'est pas question de regarder ça sous cet angle-là, mais il est important d'avoir un regard démocratique sur l'activité des services. Ce sera quoi ? Alors, je souhaiterais réussir à faire un petit peu de pédagogie sur justement qu'est-ce que c'est que cette délégation, quel est son rôle, et donc aborder des thématiques qui intéressent les gens et de leur expliquer vraiment, d'aller au fond des choses. Donc je pense que ma première thématique sera autour des fichiers S, pour justement essayer vraiment d'expliquer ce que c'est. Il faut les mettre en rétention, les fichiers S ? Non, il ne faut pas les mettre en rétention, c'est complètement aberrant. Une dernière question qui est assez différente. Pour Blood, votre modèle, c'est la start-up. Il parle, vous, en tant que République En Marche, mais aussi pas mal de députés de votre groupe. Ça a l'air cool, le champagne coule à flot, mais les stagiaires sont surexploités et à la fin, la bulle éclate. Qu'est-ce que vous répondez à ça ?
C'est une critique qui revient souvent, c'est la critique de la Startup Nation, c'est cette formation d'entreprise. Vous buvez beaucoup de champagne dans votre parti? Non, on ne boit pas beaucoup de champagne, on travaille dur. Au-delà, le concept de start-up, c'était là-dessus qu'il intervenait. Ouais, non, moi j'y crois pas, parce que vraiment on est d'horizons extrêmement divers. Donc après, le concept de start-up, ça peut être effectivement, on est un parti nouveau, on essaye de réinventer la politique, de l'incarner le mieux possible, le plus différemment possible, mais non pas simplement parce que ce serait juste ça l'enjeu, mais c'est pour faire vraiment différemment, et j'espère que nous y parviendrons. Le mot-clé, c'est efficacité? Alors c'est efficacité, mais c'est pragmatisme, c'est vraiment écouter, se concerter pour réussir à prendre les meilleures décisions et surtout ne pas être dogmatique. C'était Yaël Braun-Pivet qui était dans les studios du Figaro ce matin, députée des Yvelines. Merci à vous de vous être prêté à l'exercice des questions-réponses avec nos internautes. Et Jean-Baptiste Séverdian, merci beaucoup. Bon week-end. Et à lundi pour de nouvelles aventures.